Donc, je vous propose qu'on passe à la communication suivante. Alessandro Moiraghi, présent ici. Donc, développement d'un atlas probabiliste de taux de résection des gliomes diffus supratentoriels en zone éloquente chez l'adulte. Monsieur Moiraghi, vous avez 15 minutes pour vous laisser le temps de poser des questions. Et je vous propose de vous présenter. Oui, moi, je suis un jeune chef de clinique. J'ai commencé cette année à Sainte-Anne sur un poste de chef de clinique à l'Université de Paris. Je travaille avec le professeur Palu qui n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement parce qu'il est au bloc. Et je vous présente ce travail de Master 2 qu'on a mené l'année passée dans l'équipe de Sainte-Anne avec l'équipe ImaBrain de l'IPMP, l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris. On a développé... on a développé cet atlas probabiliste de résection des gliomes diffus supratentoriels chez l'adulte. On n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer. L'étude était, non, le master était financé par la Fondation ARC. On part du fait que les gliomes diffus sont les tumeurs primitives du système nerveux central plus infiltratifs et plus fréquents chez l'adulte. On sait que dans les lésions qui sont développées en zone éloquente, la chirurgie en conditions éveillées ou le neuromonitoring sont les deux techniques de référence chez nous, plutôt la chirurgie éveillée, et qui permet d'obtenir une bonne balance bénéfice-risque pour les patients et avoir la résection plus étendue possible avec le moins de déficits possibles. Et l'étendue de la résection, c'est aussi un des majeurs facteurs de prognostic chez ces patients. On est face à des lésions qui sont hétérogènes et très infiltratives, donc il y a différentes variantes à niveau radiologique aussi, et donc ça c'était un challenge pour nous. On a donc comme objectif principal l'objectif de développer cet atlas en partant de l'IRM préopératoire des patients et de pouvoir comparer avec l'évolution post-opératoire des patients en termes de résidus et de déficits neurocognitifs. Les objectifs secondaires, c'était donc de pouvoir éventuellement prédire les déficits neurocognitifs post-opératoires, la probabilité d'ischémie après la résection et aussi éventuellement des parcours moins dangereux à niveau d'abord transcortical et aussi d'essayer de rendre plus user-friendly cette technologie, de pouvoir l'utiliser en routine clinique. On a pris des patients adultes, donc majeurs égal à 18 ans, qui ont été opérés chez nous en résection, en chirurgie éveillée avec mapping cortical. Tous les patients avaient des gliomes diffus selon la classification 2016 mise à jour et les patients qui étaient opérés avant 2018, ils avaient été reclassés et rediagnostiqués par les pathologues de notre équipe. Les patients devaient avoir comme critère d'inclusion les IRM pré- et post-opératoires, au moins avec la séquence FLAIR, la séquence T1 avec injection en préopératoire et la FLAIR, la T1 GADO et la diffusion en post-opératoire et un follow-up d'au moins 3 mois. On a eu l'avantage de profiter de certains comités d'éthique qui avaient été avancés pour des études précédentes pour le développement d'Atlas. Donc, on a inclus 320 patients opérés entre 2009 et 2022 au GHU Paris avec des données démographiques, radiologiques, thérapeutiques, histomoléculaires et oncologiques à niveau du follow-up. On a exclu un seul patient qui n'avait pas l'IRM préopératoire disponible sur notre PACS. On a donc téléchargé et transformé tous les images d'ICOM d'abord dans une technique en organisation de databases standardisées selon les standards internationaux et après converti en NIFTY qui est un format qui marche mieux pour le traitement post-traitement des données avec SPM12 c'est un logiciel qui permet de faire une normalisation, c'est-à-dire un récalage et une transformation non linéaire de l'IRM du patient, du cerveau du patient sur l'espace MNI 152 qui est un cerveau normal publié par l'équipe de Montréal. Et donc, comme on voit dans cette figure, avant la normalisation, le cerveau il est décalé, après ça permet un récalage qui n'est pas une superposition parfaite, mais le plus similaire possible au cerveau standard. Et sur cette référence standard,
On a ensuite segmenté avec ce logiciel qui s'appelle ITK-SNAP qui permet, avec du thresholding de l'intensité d'IRM, de sélectionner de façon semi-automatique les tumeurs. Donc, on a segmenté les différentes zones, la prise de contraste qu'on a sélectionné et exporté chaque volume dans l'espace normalisé de référence. Là, la nécrose, on a inversé le thresholding. Et ensuite, on a fait la même chose pour les tumeurs en flair, disons, la partie flair de la tumeur et pour éventuelle ischémie post-opératoire. Ensuite, on a développé des scripts pour pouvoir faire l'addition ou la soustraction des volumes qu'on avait sélectionnés et exportés dans l'espace de référence. Pourquoi? Parce que ça nous permettait de réduire les biais des sélections et des traitements d'image avec les logiciels. Donc là, on voit en bleu le T1 Gado, la nécrose en vert. Et en fait, avec ces scripts, on a créé un seul volume qu'on a après utilisé pour l'analyse. Et la même chose pour les résidus post-opératoires. Comme les IRM sont faits précocement, mais les ischémies, ils s'installent à 4-5 heures après le début de l'ischémie. On voit déjà des hyperintensités flair. On a soustrait les flares pour obtenir seulement la vraie hyperintensité. On a soustrait la diffusion du flair pour avoir ce qui est plus probablement le résidu post-opératoire. On a donc traité 1600 IRM, séquences d'IRM chez lesquelles on a fait une inspection visuelle par moi-même pour le contrôle des qualités. On a obtenu 954 lésions exportées dans l'espace de référence qui ont été checkées par moi-même et puis avec un contrôle random par professeur Palu, un patient sur 5 pour le contrôle des qualités. Et ensuite, 212 volumes ont été traités avec les scripts qu'on a développés à l'aide de nos ingénieurs et avec un contrôle de qualité pareil. Enfin, on a opéré une analyse voxel-wise en utilisant Anystat, ce logiciel qui marche aussi avec MATLAB, qui permet de créer des cartes de fréquences et des probabilités, donc des probabilités statistiques avec un threshold de référence avec un intervalle de confiance à 95%. Et on a utilisé un autre logiciel, MicroGL, pour faire du rendering 3D de nos images. Et on a superposer les maps de probabilité des faisceaux de fibres blanches du Human Connectome Project qui sont publiés en open source et qui sont référencés dans les mêmes espaces que nous on a utilisés. Donc, on a pu les utiliser comme référence. On a donc créé la map de fréquence de toute la série avec 320 patients. On voit que les lésions sont plus fréquemment du côté gauche. On a beaucoup de lésions à niveau insulaire et fronto-insulaire. On a les patients qui ont une résection totale. On voit que les fréquences se déplacent plus vers l'intérieur, même si beaucoup de lésions restent à niveau insulaire gauche et aussi à droite. Et si on prend les patients qui ont une résection totale sans déficit neurocognitif au follow-up, on a encore un déplacement plus vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est des zones qui sont moins fonctionnelles, mais on voit que quand même ça reste à niveau insulaire. Il y a plus que 10% des patients de la série qui sont encore représentés. Et on a aussi fait une carte de fréquence des AVC post-opératoires. Et là, on voit, ça confirme un peu ce qu'on connaît sur la base de l'anatomie, que les zones plus dangereuses, c'est les zones insulaires, en profondeur de l'insula, dans les noyaux gris, où il y a les lenticules striés et tous les vaisseaux perforants dans la substance blanche. Ensuite, on a créé des cartes de fréquence pour les lésions prenant contraste qui sont bien distribuées dans les zones éloquentes à droite et à gauche, disons, cortex motrice et temporal gauche, surtout à niveau des zones qui sont intéressées normalement par les langages. Et on voit qu'une résection complète est possible un peu dans toutes les zones, dépendant évidemment des réponses qui ont été enregistrées pendant la chirurgie éveillée. On a seulement 23 patients qui ont eu un résidu post-opératoire en prise de contraste. Ensuite, les cartes de probabilité ont permis de voir avec une sensibilité statistique que, par exemple, les déficits neurologiques présents en préopératoire, ils collent avec la superposition des faisceaux qui sont dans une anatomie normale, les faisceaux corticospinales des deux côtés et les faisceaux arcués.
Les résidus, ils se distribuent aussi le long de cette zone qui sont normalement très fonctionnels. On a les faisceaux corticospinal des deux côtés, les faisceaux arcués à gauche et l'inférieur front occipital fasciculus à gauche toujours. Aussi, à niveau des résidus en prise de contraste, même si on n'avait pas beaucoup de patients, on voit qu'ils se distribuent à niveau du faisceau arcué surtout. Et on voit également que cette zone, ils sont intéressés par les patients, dans les patients qui ont un index de Karnowski plus bas à niveau du follow-up. Toujours, on a les mêmes trois faisceaux et particulièrement au niveau du carrefour paréto-temporal, qui est une zone très fonctionnelle à gauche. Et enfin, on a développé aussi des cartes de probabilité pour l'AVC post-opératoire, donc les ischémies. Les ischémies tout confondues donc avec les ischémies des berges de résection aussi. Et ensuite, ce qui est un peu plus intéressant, des tumeurs, la localisation préopératoire des tumeurs qui ont eu une ischémie en post-opératoire. Et là, on voit, c'est intéressant que c'est plus du côté droit. Par contre, ça peut être un peu biaisé parce qu'on avait seulement 21 patients qui avaient une ischémie symptomatique. Donc, on n'a pas une sensibilité statistique très forte. Ça peut être biaisé s'il y a eu 2 ou 3 patients qui ont une grosse zone ischémique. Ça peut avoir dirigé l'analyse dans ce sens-là. Ensuite, on a eu, comme difficulté, surtout l'hétérogénéité des tumeurs, une courbe d'apprentissage qui a nécessité d'une trentaine de patients pour ce qui concerne la normalisation et la segmentation sémiotomatique. Donc, à la fin du travail, j'ai effacé les premiers 30 patients et je les ai refaits parce que j'avais quand même changé un peu de façon de faire pour avoir une homogénéité. Et puis, on a fait plusieurs essais avec les scripts pour arriver à un bon résultat. Et les quality assessment étaient très chronophages aussi. En concernant les résultats, on a réussi à développer un atlas qui nous permet de commencer à avoir une prédiction sur la base de l'IRM préopératoire de zones qui sont plus en danger pour avoir un résidu post-opératoire et pour avoir aussi des déficits neurocognitifs. En même temps, et on commence à travailler sur l'ischémie de façon plus importante. En même temps, la méthodologie est très chronophage et compliquée à mener. Donc, encore, on est en train de travailler maintenant sur l'automatisation de ces techniques. Et les limites de l'étude sont aussi sur le follow-up neurocognitif qui est difficile chez ces patients. Un tiers des patients étaient des glioblastomes et souvent les glioblastomes, ils n'ont pas un bon suivi neurocognitif parce qu'ils ne reviennent pas, parce qu'ils font de la radiothérapie qui leur empêche de faire des tests neurocognitifs très, très poussés. Et on ne peut pas généraliser à tous les tumeurs gliales parce qu'on a choisi seulement des lésions éloquentes, mais c'est un des objectifs pour l'avenir. Et puis, l'objectif, c'est d'agrandir aussi la série pour pouvoir faire des analyses plus poussées sur les caractéristiques moléculaires des tumeurs comme les statuts IDH et l'MGMT. Et puis, une limitation aussi, c'est qu'on a utilisé les faisceaux du Human Connectome Project pour faire une reconstruction visuelle anatomique, mais ce n'est pas les vrais faisceaux des patients de la série. Donc, pour l'avenir, l'idée, c'est aussi de reprendre les fiber tracking des patients et d'essayer de le rajouter dans la série. On a 2 étudiants des masters qui vont travailler sur ça, une sur les DTI et l'autre sur la transposition des points de stimulation intraopératoire dans l'atlas. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir une série de validations externes qui viennent d'autres sources. Merci pour votre attention. Merci. La parole est à la salle. Y a-t-il des questions? Oui. Président. J'ai une question concernant l'usage éventuel des jumeaux numériques dans votre base de données plutôt que d'avoir le système américain là, qui vous sert de base de référence. Quel système américain? Dans votre dernière Human Project Neuro. Ah oui, en fait, oui. Après, disons, notre projet, ce n'est pas de faire un jumeau numérique de chaque patient, mais de faire un atlas de référence. Donc, l'idée, c'est de prendre toujours les données de nos patients qu'on n'a pas pu prendre pour défaut de temps
Et c'était trop déjà pour un Master 2. Et là, on a donc 2 étudiants en Master 2. Moi, je vais continuer avec une thèse de sciences. Et donc, l'idée, c'est oui, de reprendre tous les patients et aussi ceux qui ont été opérés entre-temps, éventuellement des séries d'autres centres français ou étrangers pour rajouter. Mais après, je ne pense pas, parce que c'est tellement hétérogène, l'entité pathologique et aussi l'âge des patients, ça varie beaucoup. On a des patients qui ont plus que 70 ans et des patients qui ont 18 ans. C'est difficile qu'on arrive, il faudra beaucoup plus de données pour arriver après un jour, peut-être un jumeau numérique. Oui, c'est vraiment ça l'intérêt, c'est-à-dire d'arriver à compiler un très grand nombre de data qui vont vous permettre de construire avec des algorithmes qui vont vous conduire à un jumeau numérique ou à différents types de jumeaux numériques sur lesquels… Oui, c'est une possibilité, mais on est encore très loin de ça, je pense. Après, le point principal de notre étude, ça montre qu'on peut créer un atlas, qu'on peut prédire avec l'analyse voxel par voxel certaines zones et probablement en enrichissant la base de données encore plus, on va être encore plus précis. Et puis, on est encore loin de l'application clinique, mais l'idée, ce serait d'avoir aussi quelque chose qui permet de faire, par exemple, le fonctionnement éclairé avec les patients. Parce qu'en ce moment, on voit un patient, on lui dit on va stimuler le cerveau pendant que vous serez éveillé. On va voir si on laisse un résidu dans l'insula, mais le patient ne sait pas ce que c'est un insula. Donc, lui montrer des images qui montrent en rouge les zones plus dangereuses, en vert celles qui sont un peu moins, c'est l'avantage. Il y a peut-être un intérêt à travailler sur ce sujet avec Dassault Systèmes. On a vu qu'ils font des jumeaux numériques, par exemple, de systèmes de troubles du rythme cardiaque. C'est exactement ça. Okay. C'est-à-dire que finalement, ils compilent un très, très grand nombre de data, puis après, ils expérimentent des systèmes de tests de simulation de molécules, de différentes procédures, et ça leur permet de manière simulée d'anticiper ce qu'on peut faire à tel ou tel patient. Oui, ça c'est l'objectif final, disons. Et, en même temps, là, il a pris 1 an pour faire 1600 séquences d'IRM. Et là, on est en train d'essayer d'automatiser le travail. Et si on y arrive, peut-être qu'on aura dans quelques ans des milliers de patients et donc des dizaines de milliers de séquences d'IRM. Peut-être que ça peut être ça. Ouais. Le but final, c'est le sujet d'après. Toujours très impressionné de voir avec quelle facilité les jeunes chirurgiens manipulent ces données numériques et avec beaucoup de facilité. 1600 IRM, ça prend du temps quand 1650, j'avais oublié les 50 dernières. Ça prend du temps, vous travaillez la nuit en plus. J'ai fait un master, c'est aussi grâce à la fondation qui nous a financé, qui m'a permis de faire un master, donc je faisais à temps plein la recherche et puis je prenais juste quelques gardes dans les services. Donc, mais bravo, parce qu'il faut… semi-automatiquement, donc beaucoup à la main et beaucoup de contrôle. Et maintenant qu'on a, parce que la normalisation en littérature, il a aussi un décalage, une erreur qui va entre 0,3 mm et jusqu'à 1 cm dans les lésions néoplasiques comme ça qui déforment beaucoup le cerveau. Il faut checker visuellement chaque IRM pour voir si la normalisation était bien faite avant d'avancer. Merci. Oui, je crois qu'il y a une question dans les personnes connectées. Madame Trocas. Oui. Bonjour, Jocelyne Trocas. Merci pour votre exposé. Alors moi, j'ai des remarques. Alors déjà, une petite question, alors super simple à répondre. Est-ce que vous avez publié ces travaux déjà ou pas encore? Pas encore. On vient de finir là en novembre. D'accord. Alors, après, j'avais une question assez technique. Je me posais une question sur la façon dont vous faites justement le recalage de vos données, de vos patients à l'Atlas. J'imagine, donc c'est un truc standardisé. Quelles sont les informations qui sont utilisées et à quel point le fait que il y a une tumeur plus ou moins grosse peut biaiser finalement le recalage? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu? Oui, alors le recalage, il est fait de façon semi-automatique par ce logiciel SPM12 qui marche sous MATLAB. Il y a pas mal de publications sur ça, surtout dans l'AVC, mais aussi dans les pathologies tumorales. Notre équipe, elle a travaillé sur ça dans les années avant pour créer disons, une validation de notre technique.
Le logiciel, il utilise en fait des maps tissulaires. Il reconnaît 6 différents tissus à niveau du cerveau et de l'IRM du patient. Et il fait un recalage en suivant des statistiques pour le comparer le plus possible à l'atlas de référence, qui est la référence MNI 152. Après, comme je dis, plus la tumeur est grosse, plus le risque de l'imprécision est élevé. Évidemment, dans chaque patient, il y a une certaine marge d'erreur. On n'est pas au millimètre près. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est censé changer la technique intraopératoire, mais c'est plus pour la planification préopératoire et pour la discussion avec les patients et dans l'équipe. Mais ce n'est pas le but de remplacer la stimulation intraopératoire et l'expérience du chirurgien en chirurgie éveillée avec ces logiciels. Mais ça peut aider, par exemple, les plus jeunes à apprendre plus rapidement et aussi où s'attendre à certaines réponses, aller les chercher en intraopératoire et éventuellement comparer leurs résultats, si on arrive à les publier en open source, avec une référence qui est standardisée à niveau international, avec quelques centres de référence comme le nôtre, comme d'autres centres, si on arrive à créer des séries de validation. Donc, quelqu'un qui a la chirurgie éveillée, il pourra comparer éventuellement ses résultats. Est-ce qu'il a laissé un résidu à l'endroit où c'était plus attendu ou est-ce qu'il a laissé un résidu où c'était peut-être plus... Ce serait peut-être quand même intéressant, si vous publiez, d'avoir un versant qui caractérise un peu ces imprécisions de recalage, parce que malgré tout, vous présentez des statistiques après qui agglomèrent toutes ces informations. Donc, si on agglomère des choses qui sont fausses, je veux bien que ce soit qualitatif et qu'on le montre et que ça ne biaise pas le geste opératoire, mais je pense que ça sera sûrement intéressant de caractériser un peu cela. On a une publication de notre équipe qui a été faite avec un Master 2 d'avant, Dr. Roux, qui est publié sur Radiology en 2019, qui caractérisait justement l'écart sur les glioblastomes, qui était, comme je vous ai dit, entre 3 mm et 1 cm, mais sur des lésions plus déformantes. Nous, on a certains glioblastomes dans la série, moins qu'un tiers. Et sur les gliomes de bas grade, sûrement, c'est moins... Mais c'est vrai que dans le processus d'automatisation, l'idée, c'est aussi d'avoir une reconnaissance anatomique de l'écart pour pouvoir évaluer, pour éviter d'évaluer chaque patient visuellement, mais aller chercher seulement les patients que le logiciel nous va... Ne sait pas, oui. Et aller les recaler manuellement, éventuellement. D'accord. Et si je peux me permettre de faire juste une petite remarque, c'est vrai que on parle beaucoup de jumeaux numériques, mais c'est juste la façon de dire moderne et à la mode des questions de modélisation des patients de façon numérique. Et c'est vrai que les modèles statistiques sont vraiment importants pour agglomérer de l'information et pouvoir faire du prédictif et de l'assistance à l'exploitation des informations aussi. Merci. Merci. Ok, une question encore au fond. Alessandro, oui, bonjour. Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'ai juste une question par rapport à ça. C'est un travail rétrospectif, du coup, avec des résultats pré- et post-opératoires. Je voulais savoir à quel point les résultats étaient un peu autoréalisateurs de la peur du chirurgien, de par son expérience de provoquer une ischémie. Et par rapport à ça, ma question, c'est est-ce que vous avez eu des résultats un peu surprenants? Parce qu'on se doute qu'il va y avoir plus d'ischémie autour des perforantes et tout, et que c'est là qu'on va laisser des résidus tumoraux, mais volontairement. Du coup, est-ce que vous avez eu des surprises avec des résultats sur des zones anatomiques éloquentes auxquelles vous vous attendiez pas? Et deuxième question, tu as dit que vous alliez demander à des observateurs extérieurs de voir s'ils pouvaient utiliser les mêmes analyses. Est-ce que vous allez aussi faire des analyses avec du pré-post-opératoire d'autres chirurgiens en chirurgie éveillée qui n'ont pas forcément la même expérience et les mêmes du coup tests fonctionnels ou les mêmes traumatismes chirurgicaux qu'il y a pu y avoir pour Johan Palu au cours de sa formation, même avec des chirurgiens qui sont aussi expérimentés que lui, justement. Merci. Merci. Pour la première question, c'était la chose plus surprenante pour moi, c'était le fait d'avoir des ischémies plutôt dans des tumeurs qui étaient localisées à droite, mais comme j'ai un peu expliqué, mais je peux aller un peu plus dans les détails.
On a discuté ça avec M. Palu. Probablement le fait d'avoir moins de réponses éloquentes ou, du côté droit, dans l'hémisphère droit, ça fait qu'on pousse la résection plus loin et donc on arrive à des plans avec des vaisseaux qui sont plus dangereux, qui du côté gauche, on n'arrive pas à joindre parce qu'on s'arrête avant, parce qu'on trouve les fonctions. Après, d'avoir trouvé des fonctions qu'on s'attendait dans des lieux qu'on ne s'attendait pas, non. Mais après, c'est une analyse encore de 320 patients tous ensemble. Donc, s'il y a un patient qui a une réponse particulière, il sera perdu dans l'analyse parce qu'il est éliminé comme non significatif. Et là, le but des prochaines études, de rentrer dans la classe toutes les données de chaque stimulation corticale et sous-corticale, c'est une chose qui est en cours. Ça va nous clarifier un peu mieux les choses. Pour ce qui concerne les séries des différents chirurgiens, oui, l'idée, on avait une discussion au bout d'un moment avec le service de Genève pour intégrer des patients aussi parce que eux, ils développent beaucoup de techniques de monitoring en endormi, donc avec PMPS. Et là, c'est aussi intéressant de voir des patients opérés non en éveillé, mais avec du monitoring, ou en éveillé par un chirurgien aussi expérimenté qui est dans notre équipe, ou avec des chirurgiens moins expérimentés. Ça, c'est aussi une possibilité, mais il faudra beaucoup de temps pour ça. Merci. Mais c'est le but de développer de plus en plus. La base de l'Atlas est faite et on peut continuer à rentrer des données pour l'améliorer. Très bien. Merci. Merci beaucoup.